Voilà, alors là, c'est un enfant de 3 ans. On est juste après les 1000 premiers jours et c'est une catastrophe. Toutes les dents sont détruites, à part en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des caries précoces de l'enfant. Il y a eu un biberon sucré toutes les nuits, parce que c'est ce qui sert de nounou, de babysitter. Et cet enfant-là, le problème, c'est que la maman n'a pas eu d'information. Ça fait partie des habitudes familiales. Et puis, on a toujours eu des caries dans la maison, hein, dans la famille. Oui, mais aucun professionnel de santé ne l'a détecté. Pourtant, il y en a qui s'en occupent. On est en plein dans la discussion précédente. Hein. Est-ce qu'il y a eu des visites chez les professionnels de santé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est passé en dessous des radars? Et puis, est-ce que ces professionnels de santé sont formés? En fait, quelque part, c'est le vrai débat de la journée. Et c'était exactement la discussion de tout à l'heure. C'est que on en a besoin pour pouvoir déjà prévenir. Après, pour nous, dentistes, pédodontistes, et puis je milite très fortement pour la création d'une spécialité de dentiste pédiatrique, et on en avait discuté avec le professeur Gras-Le-Gouagne il y a quelque temps. Voilà, ça ce sera, c'est un autre sujet. Avec tout ça, pensez bien qu'il y a quelques mots-clés qui ressortent. Éducation thérapeutique, c'est extrêmement important. Multidisciplinarité, on en parle depuis tout à l'heure. Et puis bien sûr, on va parler de prévention des caries. On va aussi parler des fonctions, on retrouve la conférence précédente. Et on va aussi parler du handicap, qui est très souvent le grand oublié hein, quand on parle bucco-dentaire à certains moments. Et puis la bouche, c'est aussi la grande oubliée quand on parle du handicap, très très souvent aussi malheureusement. Des petits rappels sur la carie, parce que ce n'est pas toujours bien su. Alors voilà des dents. Si elles sont colorées comme ça, c'est que la plaque dentaire, on l'a colorée avec un colorant particulier. Quand c'est rose, c'est une plaque dentaire récente. Quand c'est bleu, ça fait au moins 48 heures qu'elle est là. Vous voyez bien qu'il y a des endroits où la brosse à dents ne passe pas si tant est qu'elle passe. Et là-dedans, il y a des bactéries. Alors, certains ont le très joli nom de Streptococcus mutans et elles ont comme caractéristique de savoir utiliser les sucres et même les glucides pour faire des acides. Je vais vous donner le nom d'un glucide qui n'est pas un sucre, c'est l'amidon. L'amidon, vous l'avez dans le pain. Le pain, ça donne des caries. Pour les gens, les frites, c'est que de l'amidon. Les frites, ça donne des caries, on le verra tout à l'heure. Et à partir d'un certain degré d'acidité, la dent se déminéralise comme tout ce qui est trempé dans un acide. Alors on a un grand allié, à part la brosse à dents, bien sûr, et le dentifrice, hein, c'est la salive. Elle dissout les acides, elle permet de remonter le pH, c'est-à-dire de diminuer le pic d'acidité, et elle permet une reminéralisation parce qu'il y a du calcium, il y a des phosphates, il y a tout ce qu'il faut dedans. Le problème, c'est que dès qu'on se met à grignoter, la salive, elle ne peut pas tout faire, et elle est dépassée. Et en plus, la nuit, on n'a pas de salive, c'est pour ça qu'on se réveille souvent avec la bouche un petit peu sèche, même si on n'a pas ronflé. Et ça veut dire d'ailleurs que les caries, elles attaquent plus fort la nuit. Hein, c'est là que c'est le plus dramatique. Et dans tous ces cas-là, la carie va se développer. Alors, j'ai tiré ça de la fiche UFSBD sur le grignotage. Ça, c'est une situation tout à fait normale. On a 4 grands pics d'acidité dans la journée. C'est normal, on a mangé. Les bactéries se régalent elles aussi. Et on va avoir la salive qui va faire son travail. Aucun problème. Le soir, on se brosse les dents parce que s'il faut 2 brossages de dents par jour, le plus important, c'est celui du soir, qui va en plus apporter du fluor qui va bien protéger pendant la nuit. Et puis voilà, si la bouche reste libérée de toute nourriture pendant la nuit, on est au calme, on est préservé. Maintenant, on prend le grignoteur. Grignoteur qui va grignoter plein de choses, mais ça peut être aussi tout ce qui contient un sucre ou des sodas, des gâteaux, tout ce que l'on veut. Et là, à ce moment-là, la salive est dépassée. Et si on prend l'enfant qui a eu un biberon avec de l'eau et du sucre, ou du lait et du sucre toute la nuit, ou du jus de fruits, j'ai même vu avec du coca, hein, eh bien écoutez, à ce moment-là, on est tout le temps avec un pic d'acidité permanent toute la nuit dans la bouche. C'est terrible. Les dents ne peuvent pas y échapper. Excusez-moi, voilà. Si on parle de nos fameuses bactéries, les Streptococcus mutans, on peut les acquérir dès qu'il y a des dents, d'accord. Mais il y a un moment clé, c'est à partir du moment où la première molaire temporaire sort au fond de la bouche parce qu'elle augmente les surfaces que les bactéries peuvent coloniser. Il y a des creux, il y a des bosses, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils se cachent bien. Et la période 19-30 mois, c'est des travaux qui ont une trentaine d'années, de Page Caulfield maintenant, et c'est la période clé, on est en plein dans les 1000 premiers jours, pour acquérir ces bactéries-là.
Ils sont principalement transmis par la maman. Si les hommes étaient un petit peu moins machos, s'occupaient plus des enfants, il y aurait très certainement un peu plus de responsabilité, entre guillemets, de la part du père. Ou alors faudrait-il peut-être changer de père à chaque enfant, si je reprends la proposition précédente. C'est à analyser. Voilà une bouche, au départ, on se dit « Ah ben ça c'est bien, c'est des jolies dents ». Ah ben, moi, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout parce que le palais, enfin le maxillaire ici, il n'est pas assez large du tout. Les dents, elles sont tournées vers l'intérieur. Regardez, il n'y a aucun espace entre les dents, ça commence un peu à se chevaucher. Et dites-vous bien qu'après, les dents permanentes sont plus grandes. Donc, on sait déjà qu'on va avoir des problèmes. Et normalement, ces dents-là, en denture temporaire, devraient être en bout à bout. Mais non, les dents en bas sont trop en retrait déjà. On sait que le retrait sera encore plus important quand l'enfant sera grand. On sait déjà qu'il verra un orthodontiste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que les fonctions sont importantes. Eh bien, quand on utilise bien la langue qui s'applique bien au palais, quand on ventile bien par le nez et non pas par la bouche, on crée des forces qui s'exercent sur les côtés, vers les côtés, qui font grandir sur les côtés, vers l'avant, qui font grandir dans les trois sens de l'espace, qui permettent aussi à la mandibule de bien grandir vers l'avant. Tout ça, c'est important et ça se joue dès les premiers âges. Si on parle maintenant des mamans, qu'est-ce qu'on transmet, et les papas aussi, et je dirais même les grands-parents aussi? On transmet bien sûr de l'amour, c'est certain. Malheureusement, certains en manquent. Je vois les patients que j'avais. J'ai été obligé de faire hier une information préoccupante au niveau des services sociaux parce que j'ai vu un gamin. C'était pas normal ce qui se passait, même dans la salle d'attente. On transmet une culture, parmi lesquelles les habitudes alimentaires, et parfois c'est pas forcément positif. On transmet aussi une éducation, mais tout ça c'est lié. On transmet des gènes, on a beaucoup parlé d'épigénétique aussi tout à l'heure. C'est sur la qualité des tissus, c'est sur la qualité de la salive, c'est sur la qualité de notre immunité pour nous défendre. On transmet aussi une flore buccale, on l'a vu précédemment. Quelle aide on va pouvoir apporter à ces différents niveaux pendant la grossesse? Une chose est certaine, quand on améliore la santé bucco-dentaire de la femme enceinte, donc de l'éducation thérapeutique, on diminue le risque de carie chez elle. Bien entendu, ça permet de contrôler la flore de la bouche, la flore bactérienne, et forcément, ça va permettre de diminuer la transmission des bactéries cariogènes à l'enfant, et ça va être associé à moins de caries chez l'enfant. Toutes les études le prouvent. On va aussi, nous, en tant que dentistes, à condition qu'il y ait des visites régulières, et on a notamment la visite MT-Dent qui est prévue maintenant, c'est relativement récent, mais ça a été étendu aux femmes enceintes. On va faire tous nos actes dentaires classiques, effectivement. On a aussi un rôle d'éducation thérapeutique à ce niveau-là, sur les brosses à dents, l'utilisation du fil dentaire, les techniques adaptées. Et on peut compléter par des applications de vernis, de gel, de tout ce que l'on peut faire, nous, en tant que dentistes, éventuellement chez la femme enceinte. Et prescrire également. Une question qu'on nous pose souvent, est-ce que les comprimés de fluor sont utiles pour protéger le fœtus et les dents du futur enfant? Non. Toutes les études montrent que d'abord que ça ne passe pas la barrière placentaire, et de toute façon maintenant, les gouttes et les comprimés fluorés non plus la cote du tout, ça apporte plus de problèmes que ça n'en résout. Si on veut administrer du fluor, ce sera du fluor appliqué directement sur les dents, ce qu'on appelle du fluor topique. Une fois que l'enfant est né, on va d'abord avoir les mêmes choses. C'est la même diapositive que tout à l'heure pour la femme enceinte, sur tout le fait de s'occuper des dents de la maman va permettre de diminuer la transmission des bactéries à l'enfant et permettre d'améliorer la santé bucco-dentaire de l'enfant, diminuer le risque de carie, c'est prouvé par toutes les études qui ont eu lieu. Même chose aussi, on va bien entendu avoir la même action thérapeutique pour la jeune maman et la même action prophylactique et de conseil vis-à-vis de la jeune maman pour protéger l'enfant également. On sait aussi que, à part l'hygiène bucco-dentaire, ne serait-ce que l'utilisation d'un chewing-gum au xylitol peut être un excellent complément pour diminuer la transmission des bactéries cariogènes à l'enfant, tout simplement parce qu'il y a déjà un nettoyage par le chewing-gum et parce que le xylitol sélectionne des bactéries qui ne sont pas cariogènes et en plus ça active la salive, donc le principal élément protecteur vis-à-vis de la carie. Bien sûr, on peut faire aussi tout le reste, des applications de vernis fluoré, vernis à chlorhexidine pour nous, qui vont permettre de contrôler la flore buccale de la maman et donc contrôler les risques de transmission à l'enfant. Et puis arrivent les dents.
enfin avant l'arrivée des dents, excusez-moi, sur l'enfant avant l'arrivée des dents, première chose, il ne faut pas l'habituer à des biberons renforcés en sucre. Le lait, que ce soit le lait maternel ou le lait qu'on va donner via le biberon, c'est largement suffisant. Il ne faut pas en faire plus. On peut, dès le début, commencer à faire un simple nettoyage de la cavité buccale. En fait, c'est habituer l'enfant à connaître sa bouche et tout ça, ça doit se faire, j'allais dire, dans l'amour vis-à-vis de l'enfant, dans les contacts vis-à-vis de l'enfant. À nouveau, pas de gouttes ou comprimés fluorés, ça ne sert à rien. Au niveau de l'allaitement, en fait, on peut tout à fait alterner différents types d'allaitement. Pour nous, d'un point de vue des fonctions et du développement de la cavité buccale, nous préférons que l'enfant soit, quand je dis assis, on va dire semi-allongé, il faut bien comprendre les choses, qu'il ne soit pas totalement allongé. Ça ne fait pas travailler les muscles de la cavité buccale de la même façon. Et toutes ces fonctions, quand elles sont mises en jeu, permettent de réguler d'une certaine façon la croissance des maxillaires notamment. C'est important que dès les premiers âges, on puisse faire travailler les muscles de la tête, de la face, du cou, d'une certaine façon. Bien entendu, on peut toujours, mais c'est dans la relation parent-enfant, activer la tête, la bouche, le cou, diversifier l'alimentation le plus tôt possible parce que ça fait aussi travailler l'enfant au niveau des fonctions. Et puis, je ne vais pas revenir sur la communication précédente qu'il a dit 10 fois mieux que ce que je pourrais dire personnellement. Et puis, comme je vous avais dit que je parlerais du handicap, des situations de handicap, je vais parler de la trisomie 21, qui est caractérisée entre autres par l'hypotonicité, la langue basse en propulsion et d'autres caractéristiques. Et il est nécessaire, on est toujours dans la multidisciplinarité, que orthophonistes, kinésithérapeutes, en fonction de leur formation, on revient encore à la discussion précédente, interviennent dès les premiers mois. Quand je dis dès les premiers mois, c'est les premières semaines. C'est le premier ou le deuxième mois. Parce que déjà là, il faut travailler sur l'hypotonicité, sur la langue. Et le dentiste, il peut arriver en complément dès l'âge de 3 mois. Ça, c'est juste pour montrer, avant même d'arriver dans la cavité buccale chez le très jeune enfant, et en particulier en trisomie 21, de travailler sur l'ensemble du corps. Ce ne sont pas des caresses, ce sont des massages. Ça permet de travailler notamment sur ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la capacité à ressentir finalement son corps, de le ressentir en 3 dimensions dans l'espace. Et au fur et à mesure, comme ça, elle va arriver et remonter vers la face, là on passe par le cou. Alors c'est toujours un peu plus difficile en trisomie 21 parce que le cou est assez ramassé. Et puis on va travailler sur les différents éléments comme ça. Au fur et à mesure, quand je dois m'approcher d'un très jeune enfant, eh bien on va s'approcher. L'aile du nez, ils adorent. Et je vais comme ça arriver petit à petit à m'approcher de la cavité buccale et à pénétrer dans la cavité buccale. On voit bien que là, la tête, la face, le cou, tout ça, ça fait partie de l'ensemble du corps. Voilà, je vais passer cette fois-ci à une kinésithérapeute qui, elle aussi, connaît très bien les patients porteurs de trisomie 21 et c'est pour vous montrer toute l'activation qui est faite. Et ça, c'est journalier. Les parents peuvent y participer et régulièrement, voilà, on utilise même ici une tétine, c'est un des rares cas où je suis pour la tétine, mais justement parce que c'est utilisé comme instrument pour aider l'enfant à acquérir la connaissance de sa propre bouche finalement, à travailler. On veut lui enlever la tétine, il veut la garder, ça renforce la tonicité musculaire. Voilà ici des instruments, c'est la société Hop Toys qui est à Montpellier qui les fait, il y a différentes formes et c'est tout un travail qui est fait pour apprendre à l'enfant sa cavité buccale, renforcer sa tonicité à ce niveau-là, et ça peut tout à fait être utilisé pour d'autres problèmes de santé. Voilà une autre forme de Hop Toys. Et nous, en tant que chirurgien dentiste, on peut arriver à partir de l'âge de 3 mois à peu près et utiliser des petites plaques. Alors j'ai pris celle-ci, qui tiennent par effet ventouse. Ici, c'est pour activer la lèvre, la tonifier un petit peu, la stimuler, et puis en même temps, ça leur fait fermer la bouche. Et ici, c'est pour activer la langue. Alors quand c'est en arrière, on travaille avec le dos de la langue. Quand c'est vers l'avant, c'est plutôt la pointe de la langue qui va travailler. Et voilà Damien, le jour où il a eu sa première plaque, c'est vraiment le premier moment. Et regardez les réactions. La langue, elle va au palais, on la devine. La lèvre, ça travaille dans tous les sens. C'est du bodybuilding labial, lingual et tout ce que vous voulez. Voilà, ça marche très très bien et c'est accompagné par une activation des points neuromoteurs, je ne l'ai pas mis ici, mais voilà, c'est en tout cas très intéressant. Et puis l'enfant grandit et à partir de 6 mois, on commence à voir arriver des dents qui seront normalement toutes là vers l'âge de 30 mois à peu près, on est dans les 1000 premiers jours. Et là, on va parler prévention de caries.
Encore une fois, c'est l'un de mes mots-clés aujourd'hui, pas de biberon pendant le sommeil, laissez la bouche propre toute la nuit, c'est très très important. Évitez le grignotage, ici on a à l'écran un jeune enfant toute la journée avec du lait. Additionné ou non de sucre, même le lait il contient 7% de lactose, au bout d'un certain moment, c'est pas très sain d'être toujours avec quelque chose dans la bouche. Il faut que la bouche respire et que la salive fasse son travail. Il n'y a que l'eau finalement qui soit vraiment sans problème. Sinon, il arrive ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est carie précoce de l'enfant. Alors ici en plus, il y avait un médicament qui était donné là juste avant de s'endormir qui était très sucré. C'est une catastrophe. L'enfant n'a même pas 3 ans, à peine 3 ans. Biberon toute la nuit ici aussi. Alors en plus avec la langue qui se passe au milieu, on a des petites déformations des mâchoires. MT dents à 3 ans, c'est déjà trop tard, on arrive après la bataille, on est comme la cavalerie. Alors, autre chose en plus, on a parlé du rythme, c'est très important, mais on se dit c'est le sucre ou les gâteaux, les bonbons. Non. Non. C'est une étude qui a une trentaine d'années maintenant qui a donné, ils ont étudié chez l'animal les caractéristiques des différents aliments. Ils ont donné la force 1, le niveau 1 au sucre. Alors, yaourt nature, pas de problème, c'est 0,4, à condition qu'on ne mette pas du sucre dedans, bien entendu. Le pain, c'est 0,9. Ah oui, c'est plein d'amidon, c'est un glucide, c'est cariogène. Les frites et les bananes, ça donne plus de caries que le sucre. Et alors, les raisins secs, c'est finalement, qu'est-ce que c'est? C'est du sucrose, du fructose concentré. On a enlevé toute l'eau là-dedans. C'est très cariogène. Voilà. Alors, la conclusion de ça, c'est que malgré tout, on peut manger de tout. Mais pendant les repas, souvenez-vous des petites fiches qu'on avait tout à l'heure, c'est ça, et il faut éviter le grignotage. Sinon, je peux vous garantir que je ne me gêne pas pour manger des frites si j'en ai envie ou une banane, il n'y a pas de problème. Et quelques petits schémas pour vous rappeler qu'un pot de yaourt aux fruits, c'est 8 carrés de sucre. Un soda, c'est 17. Et un jus de pomme, c'est l'équivalent de 20 carrés de sucre. Et en plus, c'est extrêmement agressif pour les dents, les jus de fruits, par rapport au phénomène d'érosion des dents, indépendamment de la carie. Alors bien sûr, il faut nettoyer les dents. Dès les premières dents, il y a des petites brosses à dents adaptées. On peut se mettre en arrière de l'enfant si on veut utiliser une brosse à dents. C'est 2 fois par jour avec un dentifrice adapté en faible quantité. Là, le Collège des enseignants d'odontologie pédiatrique et l'UFSBD sont tout à fait d'accord dans leurs recommandations. Au tout début, c'est une simple trace et au fur et à mesure, on va augmenter jusqu'à faire l'équivalent d'un petit pois avec un dentifrice qui est à la concentration, ce sont les dernières recommandations, même au niveau mondial, de ce qu'on appelle 1000 ppm. Pour les fonctions, il faut favoriser une alimentation diversifiée, c'est important. Introduire des aliments qui font mastiquer pour qu'on ait une mastication dans les 3 sens de l'espace. Il faut essayer d'avoir une déglutition pendant laquelle la langue ne s'interpose pas entre les dents mais va s'appliquer au palais, de façon à avoir quelque chose de plus large que ce que l'on voit ici. C'était le cas tout à l'heure où vraiment le palais, le maxillaire et le maxillaire inférieur, c'est la mandibule, ne sont pas assez développés. Et puis je vais parler de la ventilation un petit peu. Un enfant qui ne ventile pas ou ne respire pas par la bouche, il ne va pas développer son palais parce qu'il ne va pas tirer son palais dans les 3 sens de l'espace. En même temps, la langue est en position basse, elle n'appuie pas sur le palais, donc elle ne le pousse pas pour se développer. Il va avoir une mandibule en retrait tout simplement parce que quand on ouvre la bouche, qu'on respire par la bouche, on contracte des muscles, notamment ici un muscle qu'on appelle le génio-hyoïdien. En se contractant, il empêche la mandibule de grandir. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un sommeil perturbé, on appelle ça le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ce sont des apnées du sommeil. Et un enfant qui dort mal, ça a des conséquences sur sa vie de tous les jours, ça a des conséquences sur son développement. C'est un sujet sur lequel on travaille, nous, beaucoup actuellement à Rennes. Donc en conclusion, bien sûr, prévenir, détecter, intercepter, c'est la période clé. On s'adresse à la femme enceinte, à la jeune maman, à l'enfant, sans problème de santé ou en situation de handicap. On s'adresse aux dents. On a parlé des caries précoces de l'enfant, mais pas que. Vous avez vu que les fonctions, c'est très important. J'aurais pu parler des muqueuses, de la gencive et autres. Il faut des visites régulières chez un chirurgien dentiste, certainement avant même celle des 3 ans pour MT dents.
donc le plus tôt possible, et que c'est l'affaire de tous les professionnels de santé. On a vraiment besoin de travailler tous ensemble, de former. C'est vrai que je participe personnellement à l'enseignement pour les étudiants en orthophonie à Rennes, mais c'est pas assez. Il faudrait former tout le monde à la cavité buccale. Je vous remercie de votre attention. Donc on a appris des choses notamment sur le bodybuilding facial, c'était très intéressant. La santé bucco-dentaire des parents est directement liée à celle des enfants, c'est systématique? Les études montrent en tout cas qu'il y a un lien entre la santé bucco-dentaire des enfants et des parents, les deux et surtout de la maman, et le risque de carie chez l'enfant. Quand on regarde les dents des parents, on sait s'il y a un risque ou non, plus élevé en tout cas pour les enfants. On a bien retenu aussi la thématique du grignotage, vraiment un danger très repéré. C'est le grignotage sous toutes ses formes, c'est-à-dire que même le biberon toute la nuit dans la bouche de l'enfant, c'est une autre forme de grignotage et c'est vraiment l'ennemi de la salive puisque c'est la salive qui rattrape les pics d'acidité. Les biberons de nuit, vous l'avez dit, c'est une catastrophe de santé publique. Ah, tout à fait. Tout à fait. On a vu ça re-exploser à la fin des années 80, à la charnière années 80-90, où on pensait effectivement, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, qu'on allait pouvoir vaincre la carie et tout d'un coup, on a vu cette explosion de... Alors peut-être que c'était caché, que tout d'un coup, on l'a vu, mais cette explosion de carie extrêmement destructrice. Il n'y a que les incisives en bas qui sont un peu protégées par la langue, mais sinon pour tout le reste, les dents sont extrêmement rapidement dégradées. Et qu'est-ce que vous vous dites qu'aujourd'hui, ces idées reçues, ces informations peuvent permettre de changer un peu la donne déjà, de les partager entre professionnels? Oui, c'est-à-dire que le chirurgien dentiste, il voit l'enfant vers 3 ans maintenant avec MT dents, et encore quand les parents sont motivés, soyons honnêtes. Donc il faut que tous ceux qui voient l'enfant avant 3 ans puissent intervenir et, j'allais dire, porter la bonne parole. C'est extrêmement important. On est dans la multidisciplinarité. Alors, on peut y aller, voilà, au niveau des questions. Oui, c'est un peu fort. Je voulais préciser, on parlait du biberon la nuit, mais il y a aussi l'allaitement la nuit en permanence qui existe, qui est la même chose que le biberon, je tiens à le préciser, parce qu'on a ces pratiques qui se développent de plus en plus. Donc, c'est biberon, mais aussi allaitement. On peut avoir le même comportement la nuit. C'est un sujet extrêmement polémique. C'est pour ça que je suis arrivé, je marche sur des œufs depuis le début de mon intervention. Effectivement, le lait maternel, c'est 7% de lactose. Reconnaissons quand même qu'il y a aussi du calcium, des phosphates, donc c'est sans doute moins agressif que de l'eau et du sucre. Mais malheureusement, le problème, c'est que ça ne laisse pas la bouche respirer et il n'y a pas de salive. Et personne ne laisserait toute la nuit sur une partie de son corps du lait qui stagne. Et pourtant, on l'admet dans la cavité buccale de l'enfant. Donc, je suis pour l'allaitement le plus longtemps possible, mais laissons la cavité buccale respirer pendant la nuit, pendant le sommeil de l'enfant. C'est ça qui est important. Et à partir du moment où il y a des dents, c'est évident qu'avant l'arrivée des dents, il n'y a aucun problème. Donc, attention, pour l'allaitement, à 100%, mais un allaitement, on va dire, bien pensé et laissant respirer la cavité buccale. Par rapport à la visite aussi au chirurgien dentiste, effectivement, la recommandation professionnelle, c'est dès 1 an, en fait. C'est dans les 6 mois de l'apparition de la première dent, normalement. C'est effectivement cette recommandation de rentrer en lien avec un chirurgien dentiste pour constituer, on va dire, une première approche, un premier contact. Et surtout, l'objectif, c'est pas forcément de voir l'enfant, c'est surtout de voir les parents, de pouvoir effectivement travailler, parce que c'est les parents qui sont responsables au quotidien, de travailler sur l'accès à la bouche, l'accès à l'hygiène, à l'alimentation, à la respiration, de détecter effectivement s'il y a un problème et puis de travailler après avec une équipe pluridisciplinaire s'il y a besoin. C'est une recommandation professionnelle et dans MT Dents, effectivement, on a le 3 ans qui est arrivé il y a peu de temps, oui. Mais on attend le 1 an pour compléter la brique de la femme enceinte qui a eu son examen jusqu'aux 24 ans pour avoir effectivement un dispositif cohérent. Tout à fait d'accord. Pour rebondir sur la question précédente, cet enjeu de ne pas stigmatiser, de ne pas
rendre coupable. Vous le partagez aussi au quotidien? Oui, oui, oui. Et c'est assez terrible parce qu'on voit tout d'un coup des parents qui, sur certains points, pensaient bien faire et qui tout d'un coup arrivent avec des caries chez un enfant qui a 2 ans. Et alors, attends, et essayer d'intervenir sur un enfant de 2 ans et de soigner les dents, c'est terrible. Hein. C'est un des plus grands défis des dentistes pédiatriques. Et c'est certain qu'à ce niveau-là, on est confronté à un tel problème que on doit soigner l'enfant, mais on doit quelque part soigner aussi les parents. De ce complexe de culpabilité qui commence à naître chez eux. Et on en revient au nécessaire lien de confiance dont on parlait. Oui, c'est primordial. Alors je regarde si le docteur Deza avait une question sur Internet et puis on continue dans la salle. Docteur Deza, on attend un petit peu. Si j'avais une petite question. On nous demandait si vous considériez aussi la mastication du chewing-gum comme un acte de prévention ou pas du tout. Alors, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les études montrent que le chewing-gum au xylitol, parce qu'il favorise finalement la production de salive et parce que le xylitol, en fait, c'est des études notamment canadiennes, sélectionnent des streptocoques mutans xylitol résistants, mais qui ne produisent pratiquement pas d'acide. Donc, en fait, permet également de contrôler la plaque dentaire, d'avoir une plaque dentaire des bactéries moins agressives et que même si on transmet celle-ci, il y a moins de risques pour l'enfant. Donc ça fait partie. Je peux vous dire que par exemple en Finlande, il n'y a pas de brossage de dents à midi, très souvent, même pour les adultes, hein, mais ils sortent tous, moi je les vois dans les congrès, leur petit chewing-gum au xylitol et puis ils le mâchent à midi. C'est leur hygiène bucco-dentaire du midi. Et puis brossage des dents matin et soir, ça par contre, c'est pour tout le monde, avec le soir le plus important. On retrouve une question du professeur Graleguen. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était tout à fait passionnant et ça souligne, je pense, la nécessité de mesures de prévention, puisqu'on voit bien la difficulté de soigner les caries à 2 ans, c'est un vrai défi, et que dans les mesures de prévention, il faut absolument qu'on arrive à les harmoniser pour que les parents s'y retrouvent. Et donc la question de l'allaitement, c'est une question clé, bien évidemment, puisque on est tous convaincus des bienfaits de l'allaitement. Maintenant, il faut pouvoir harmoniser nos préconisations et que les parents n'aient pas l'impression qu'on dit des choses différentes. Parce que là, effectivement, les messages deviennent confus et qu'autour de l'allaitement, il y a un cadre à mettre en place. Vous avez évoqué tout à l'heure les positions de couchage aussi, qui sont absolument indispensables à remettre de manière très très claire dans les préconisations et les recommandations, et que le fait d'harmoniser toutes nos mesures de prévention, ça sera quelque chose de très utile en termes de visibilité pour les parents, nous de crédibilité scientifique et puis d'efficacité dans la prévention. Donc l'allaitement, ce qui est préconisé aujourd'hui, c'est une promotion absolument sans aucune restriction de l'allaitement maternel, mais l'enfant couché dans le lit dans la chambre de ses parents, mais à côté de ses parents, et qu'il n'y ait pas de cododo, de co-bedding et d'allaitement continu. Et dans ce cadre, bien évidemment, on dit la même chose, mais il faut juste qu'on puisse le coordonner, je pense. Merci, professeur. Tout à fait d'accord. On repasse par le président de l'UFSBD. Voilà, le docteur Perry. Ça marche, c'est bon. Je voulais apporter une petite précision aussi par rapport à la transmission bactérienne. Il y a effectivement cette fenêtre de contamination. Et on sait que plus cette contamination est tardive, plus c'est favorable parce qu'il y a tous les phénomènes d'immunité qui se développent aussi chez l'enfant. Plus cette contamination est tôt, plus il y a un risque carie en fait après pour sa vie qui est révélé, qui augmente nettement le risque de 2 à 3 fois en fait là-dessus, puisque jeune en fait on a une immunité immature et cette contamination bactérienne va faire que le corps va reconnaître un petit peu comme le soin et la saline ne va pas avoir après les mêmes immunoglobulines qui effectivement plus on acquiert tard ces bactéries, on va les acquérir par la socialisation, c'est sûr. Mais plus c'est tard, plus c'est favorable pour avoir une salive encore plus boostée effectivement sur le côté immunitaire. Donc c'est des éléments à prendre en compte effectivement aussi dans l'hygiène alimentaire. On parlait tout à l'heure de goûter, mais effectivement goûter avec l'enfant mais pas la même cuillère. Voilà, oui, la précision est importante. Alors il y avait d'autres questions je crois dans la salle. Oui, on vient à votre rencontre. N'hésitez pas à vous représenter à nouveau. Oui, donc, Dr Godlewski, et c'était à propos de l'allaitement. C'est pas une question, c'est une remarque. Pour avoir initié une meilleure collaboration avec les pédiatres avec lesquels je travaille, en fait, on ne parle pas de la même chose au niveau de l'allaitement. On promeut
actuellement un allaitement à la naissance, mais ce qui va nous poser nous soucis en tant que chirurgien dentiste, et c'est là où il y a cette polémique, c'est qu'il y a l'allaitement entre 0 et 12 mois, et voilà, l'allaitement qui va se prolonger et qui est de l'ordre de l'intime, qui est quelque chose de très personnel, où les professionnels de santé vont pas forcément être aussi à l'aise pour en discuter, et qui, du coup, au niveau d'une consultation, on va demander l'alimentation, comment ça se passe les repas, mais on va pas penser que la maman, elle va encore être en train d'allaiter, parce que c'est intime. Et ces mamans-là, comme elles ont lu des trucs sur Internet, elles vont pas forcément non plus en parler. Donc, vraiment, dans l'allaitement et la relation avec les autres professionnels de santé, en particulier les pédiatres, les sages-femmes, il y a vraiment une grosse différence entre le 0-12 mois et le 12 mois et plus. Merci beaucoup pour la précision. Et on y reviendra peut-être dans quelques minutes d'ailleurs avec nos autres invités. Alors je crois qu'il y avait une autre main qui s'était levée pour intervention. Merci, Christophe Lemans, Hauts-de-France, UFSBD. Oui, donc c'est tout l'objet, comme disait Anne, d'un traumatisme d'un premier BBD à 6 ans où l'enfant avait des caries sur toutes les dents, avec un allaitement maternel qui était toujours existant, et avec une exclusivité de la nutrition par la mère. Donc il y avait un rapport assez complexe, donc vous imaginez l'état des dents. Ensuite, c'est tout l'objet de la non-culpabilisation par cette association qui est l'UFSBD qui, au cœur de la vie des Français, publie ses recommandations, ses avis, ses conseils. Il suffit simplement aujourd'hui de voir, quand on montre l'affiche de l'UFSBD ou quand on parle du dentifrice, c'est écrit par un C. Donc c'est toujours une recommandation, c'est toujours une information. Après, les gens font comme ils veulent, on leur a donné un message, et c'est tout l'intérêt de partager les messages dans un même sens, pour avoir un message qui soit étayé et qui soit validé scientifiquement. Et d'ailleurs, je crois savoir que vous utilisez bien les réseaux sociaux et différents canaux pour aller au cœur des ménages, des familles. Une autre question, ici dans la salle, la ROC du ministère de la Santé. Oui, Hervé Meur de l'ARS PACA. Ces enfants, avant 3 ans, ils bénéficient d'un parcours avec des consultations obligatoires. Et est-ce que les praticiens qui les voient régulièrement les orientent regardent leurs dents et les orientent vers des dentistes, ou est-ce que ce sont les parents qui ne suivent pas ces recommandations de leurs praticiens dans ces consultations ? Ce sont toutes les questions posées par la première diapositive tout à l'heure. Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que d'abord on a des professionnels qui ne pensent pas à regarder, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés là-dessus, et puis qu'il y a beaucoup d'autres choses à vérifier lors d'une consultation médicale. Et puis on a aussi des parents qui effectivement ne sont pas forcément très motivés pour certains d'entre eux, ou qui ont peur du jugement. Ce sont deux freins énormes, et après on les voit à partir du moment où l'infection arrive, où l'enfant a mal, où il y a vraiment un problème. Effectivement. Je pense que c'est un mix des deux, mais que si à la base on pouvait déjà travailler sur tous nos professionnels de santé pour que au moins le message de prévention soit apporté, on éviterait déjà une partie des problèmes certainement.